elle aura le même type de propagation. Elle se propagera de la même manière. Par contre, dans un deuxième chapitre, nous allons rencontrer des milieux anisotropes. Qu'est-ce que c'est que les milieux anisotropes? C'est des milieux où, si l'on envoie une onde dans une direction, dans un premier temps, puis qu'on change la direction, il est fort probable que le type de propagation va changer. Ça dépendra et de la direction, et l'on constatera aussi que ça dépendra de la polarisation de l'onde. La polarisation d'une onde, c'est l'orientation du champ électrique de l'onde. Donc voilà pour les difficultés associées au deuxième chapitre. Donc ce sera la propagation dans les milieux anisotropes. Le dernier chapitre qui est la propagation dans les milieux non linéaires, nous allons constater que si l'on envoie des fréquences particulières, oméga, quelle que soit la fréquence que l'on envoie dans un milieu non linéaire, eh bien, on va observer un changement de fréquence. Alors que dans tous les milieux linéaires, quand on envoie oméga, même si on change de milieu, on passe d'un milieu linéaire 1 à un milieu linéaire 2, oméga restera oméga. Par contre, si l'on envoie oméga dans un milieu non linéaire, on va constater qu'il va y avoir apparition de nouvelles fréquences. Donc, le but de la série de TD d'aujourd'hui, c'est en gros de rentrer dans les rappels de ce qui a été fait en L2. Donc, vous avez face à vous l'exercice numéro 1, dans lequel on considère une onde. Ici, vous voyez, on vous a donné une onde en expression scalaire. Une onde en expression scalaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'écriture vectorielle, juste la fonction scalaire, où x est une longueur, il est donné en mètres et t en secondes. On vous demande de déterminer la pulsation, le module du vecteur d'onde, la longueur d'onde, la période, la fréquence, le sens ainsi que la vitesse de propagation de l'onde. Donc, vous avez 5 minutes de travail. Évidemment, quand vous venez en TD, s'il vous plaît, ce n'est pas une séance de cinéma, je l'ai dit l'année dernière, je le redis cette année, on ne vient pas assister de manière passive. Nous avons nos cahiers, nos stylos, et nous prenons soit des notes, soit nous appliquons à résoudre les questions qui sont posées. Donc, vous avez l'exercice face à vous, l'exercice numéro 1, allez-y. Vous avez 5 minutes. Dans 5 minutes, on reprendra cette conversation. Ou bien, dès que quelqu'un a des solutions à proposer, on va pouvoir reprendre la discussion. Bonjour madame. Bonjour, oui. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de répondre aux questions de l'exercice. J'ai dit que ce n'est pas une séance
cinéma, c'est une séance de travail. Ce sont des travaux dirigés. Donc, vous avez votre exercice numéro 1. Donc, vous vous mettez au travail. D'accord, d'accord. Merci. Je vous en prie. Madame, Oui, madame, pour la pulsation, c'est oui. oméga. Oui, la pulsation, c'est oméga. Oui, Donc, on a dans notre la forme un sinus de pi 6 fois 5t. القدمتي هي oméga. Donc, oméga est égal à 2 fois 5. oui. Très bien. Le mot du vecteur d'onde, madame, c'est K. Oui. Et Le ça K, s'arrête. Oui, oui, le K يكون قدام le R. احنا le R تاعنا عندنا غير le X. oui. Donc, depuis fois 0, 1. D'accord, c'est bien. Et Donc, pour نكمل من الحديث. et donc, نكمل مدام pour la longueur oui, d'onde. Pour la oui, longueur d'onde عندنا اوميغا هي 2 بي نو عندنا لامدا عندنا K هو 2 بي sur lambda. Donc oui. lambda هي 2 بي sur K. D'accord. Et la période, c'est oméga est égal 2 pi fois non, la période non. La période c'est 2 pi sur oméga. Oui, Et sinon, la fréquence, oméga, c'est 2 pi fois la fréquence, donc 2 pi sur oméga est égal. d'accord. Allez-y, continuez. Et pour le sens? Le sens de la vitesse de propagation de l'onde, c'est x, madame, x, kx. Le sens de propagation de l'onde est donné par le vecteur K. Ici, Oui, K, il a combien de composantes? une composante, madame. Une seule composante selon X. Oui. Et Zéro, est-ce que c'est dans le sens des X positifs? Allô? oui, madame, normalement. Oui. Et donc, l'onde se propage dans le sens de K toujours, et donc dans le sens des X positifs. Et pour la vitesse de propagation, que faites-vous? Madame, j'ai oublié pour la vitesse. Pardon? La vitesse, j'ai oublié, madame. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Madame, la vitesse de propagation, c'est lambda t. Lambda fois t. Donc, des mètres fois des secondes. Oui, madame, lambda t. Puis, madame, on a la fréquence, c'est 1 sur, t Attendez, est égal attendez, à 1 sur la fréquence. Oui, attendez. madame, on calcule. Qu'est-ce que vous avez dit pour la vitesse de propagation? C'est lambda fois t. D'accord? Oui, C'est ce que vous madame. avez dit. Oui, Donc, madame. la vitesse, on va faire l'équation en dimensions. Quelle est la dimension d'une vitesse? Madame, c'est lambda sur T. Attendez, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Pour la vitesse, vous dites que c'est lambda fois t. C'est ce que vous avez dit. Oui, madame. Lambda, on va faire, On- on va juste vérifier la justesse de votre équation grâce à l'équation en dimensions. Oui, oui. Lambda, ce sont des mètres. Lambda. Mètres par seconde. De 2 secondes, madame. Rien. Je peux répondre. Il va réaliser rapidement, jeune homme. Rapidement. Non, madame, lambda, c'est la vitesse fois t. Lambda, c'est la vitesse fois t. Oui, Donc, la madame. vitesse, c'est lambda sur t. Oui, madame. Voilà. Et bien, il y a une expression que l'on retient tout le temps. Donc, je vais passer à la partie solution. Voici. Donc, on dit que cette équation scalaire, ce champ scalaire, il est de ce type-là.
du type sinus oméga t moins kx. Et donc, en faisant une identification des paramètres, on arrive à retrouver toutes les données demandées. La pulsation porte aussi le nom de fréquence angulaire. C'est l'expression, elle s'appelle, c'est la pulsation oméga, c'est 2pi fois la fréquence, et si l'on multiplie 5 fois 2pi, on trouve bien oméga qui est égal à 10pi, ce sont des radians par seconde. Donc, pour le module du vecteur d'onde, qu'est-ce que c'est le module du vecteur d'onde? C'est aussi une grandeur que l'on appelle nombre d'ondes. Nombre d'ondes ou bien module du vecteur d'onde, c'est exactement la même chose. Toujours par identification 0,1 fois 2pi, ça me donne K, je trouve 0,2pi. Et bien sûr, ce sont des mètres moins 1. Pour la longueur d'onde, lambda, c'est 2pi sur K, et je trouve 10 mètres. Pour la période, c'est quoi? C'est T égale 2pi sur oméga. En faisant 2pi que je divise par la pulsation, je trouve 0,2 secondes. Pour la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et je trouve des hertz. Pour le sens, c'est le sens de propagation est donné par le vecteur d'onde K. Et ici, on voit que le vecteur K n'a qu'une seule composante, c'est selon les X positifs. Donc, la propagation de l'onde se fait dans le sens des X positifs. Et pour la vitesse de propagation, V est égal à oméga sur K, et on trouve 50 mètres par seconde. L'exercice 1 est terminé. Voilà, si vous n'avez pas de questions, nous passons à l'exercice 2. C'est bon? Oui, madame. Exercice 2, au travail. Je tiens seulement à signaler quelque chose. Quand on a fait de l'électromagnétisme, nous avons insisté sur le fait que I, J, K, vecteurs, sont des grandeurs que l'on rencontre souvent en électromagnétisme. Donc, on évite d'utiliser les vecteurs unitaires I, J, K en électromagnétisme. Pour ne pas les confondre en tant que vecteurs unitaires, pour ne pas les confondre avec le IJ qui représente les densités volumiques de courant et K le vecteur d'onde. Mais ici, c'est un exercice que vous pouvez considérer comme un simple exercice de calcul vectoriel. C'est pour ça que ici, réellement, IJK ne représente pas les densités de courant et vecteurs d'onde, mais il représente de simples vecteurs unitaires. Donc, exercice numéro 2, je voudrais que vous me donniez la définition de champ de vecteur pour la première question. Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est qu'un champ de vecteur? Qu'est-ce que c'est la particularité de la notion de champ de vecteur? En quelque sorte, si vous voulez, la grandeur, la notion de champ de vecteur, ces vecteurs-là ont quelque chose de particulier, ce sont des grandeurs vectorielles qui ont la particularité d'être dépendantes du point. Voilà ce que c'est qu'un champ de vecteur. Ça dépend des coordonnées d'espace. Donc, lorsque un vecteur dépend des coordonnées d'espace, x, y, z, eh bien, on peut dire que nous avons affaire à un champ de vecteurs. Regardez, je bascule vers ce que j'ai rédigé ici pour l'exercice 2. Pour la première question, un champ de vecteur est une fonction vectorielle, puisque nous parlons de vecteur, qui dépend de quoi? De la position. C'est ça la particularité de la notion de champ. Par exemple, quand je dis A du point M, le point M, quand je parle du point M, je parle évidemment d'une position. Donc,
M, ou bien quand j'écris A de X, Y, Z, ou bien quand j'écris A dépendant du vecteur R, par exemple, je suis en train de parler d'un champ de vecteurs. Voilà pour la particularité de la notion de champ. Maintenant, la deuxième question. On vous demande de calculer le gradient de 1 sur R, où R représente le vecteur position. Allez-y. À vos cahiers. Si quelqu'un a une réponse, il peut nous la donner. Calculer le gradient de 1 sur R. R, son vecteur, son notation vectorielle, représente le module du vecteur position R. Madame, c'est moins 1 sur R au carré. Le gradient de 1 sur R, c'est moins 1 sur R au carré. C'est opérateur de dérivée, le gradient. Oui, mais il dérive, il y a une première composante, une deuxième, une troisième. Moins 1 sur R au carré, comment vous faites pour le trouver? On a l'impression que vous avez dérivé la quantité 1 sur R. Alors que nous, le gradient, il s'agit de le dériver par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z. Quand vous dites moins 1 sur R au carré, on a l'impression que vous avez dérivé seulement par rapport à R. Oui, oui. Madame, Oui, Madame, gradient de R est égal à moins 1 sur R au carré, 0, 0. est égal? Moins 1 sur R au carré, 0, 0. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Pourquoi vous faites ça? Comment vous faites ça? Attendez, je vais noter ce que vous venez de dire. Moins 1 sur X au carré. D'accord. Vous parlez du vecteur position. Donc, vous avez écrit que le vecteur position R, c'est X, Y, Z. N'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est une réalité absolue. Je veux dire, c'est un élément, ça peut vous aider à trouver la réponse, mais ce n'est pas la réponse. Qu'est-ce que vous faites après? Déjà, le gradient, mademoiselle, c'est un opérateur qui s'applique sur un scalaire. Et R est un vecteur. Donc, vous ne pouvez pas appliquer la notion d'opérateur gradient sur un vecteur. Rappelez-vous le tableau que j'avais donné en cours. C'est l'opérateur gradient agit sur un scalaire et le résultat est un vecteur. R est un vecteur position, on ne peut pas lui appliquer le gradient. Exactement. R n'est pas un vecteur. Comment vous allez faire? Quand vous dérivez 1 sur R, vous allez dériver 1 sur R. Et 1 sur R, c'est quoi? Comment je peux l'écrire aussi? Madame, c'est pas 1 sur la racine de X au carré plus Y au carré. Si. 1 sur R, c'est 1 sur racine de X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Comment vous faites pour dériver cette grandeur-là? Évidemment, c'est juste, c'est cette quantité-là. Je vais dériver d'abord par rapport à X pour la première composante, ensuite la deuxième composante par rapport à Y, la troisième composante par rapport à Z.
Faites le travail. Donc, vous avez vos cahiers. Madame, Oui, jeune homme. Oui, oui, Ayoub. la dérivée par rapport à x, c'est x sur r au cube. La dérivée par rapport à x, c'est X sur r cube. comment vous avez fait ça? C'est ça. Vous avez dérivé 1 sur racine de x carré plus y carré et tout, vous avez trouvé ça? Ah, Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Et pour les autres, comment vous allez faire? parce que la dérivée, c'est moins x sur x carré plus y carré plus z carré, tout puissance 3 demi. Très bien, très bien. Et comment vous allez faire pour les autres? C'est la même chose. C'est la même chose, parce qu'il y a une relation de symétrie, puisque la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y, la dérivée par rapport à z, de la même quantité qui est elle-même symétrique, puisque c'est x carré plus y carré plus z carré, c'est la même quantité. Donc, dès que j'ai dérivé pour la première composante, la dérivée par rapport à x, je vais par identification trouver la deuxième composante, la troisième composante. C'est très bien. Je vais vous montrer la solution, c'est juste. Donc, voilà pour la première question. Pour la deuxième question, le gradient de 1 sur r est égal à quoi? On vous donne le vecteur position, on vous dit que c'est x, y, z. Le module r, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré, et 1 sur r, c'est 1 sur racine de x carré plus y carré plus z carré. Et donc, lorsque je dérive par rapport à x les mêmes quantités, et comme je vais faire le travail uniquement pour 1 sur r, regardez ce que votre camarade n'a pas dit, mais c'est comme ça qu'il faut travailler. Lorsque vous dérivez une fonction par rapport à une variable x, ici, r dépend de x. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut basculer vers ce changement. Ce que vous apprenez dans cette question numéro 2, c'est ça. C'est ça. Lorsque je dérive une grandeur par rapport à une variable, j'ai le droit d'écrire la dérivée de la grandeur par rapport à la variable qui apparaît directement ici dans cette fonction. Et ensuite, je reprends la grandeur r ici et je la dérive par rapport à x. Si vous voulez, en quelque sorte, c'est comme si que je peux simplifier ça par ça. Évidemment, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, l'apprentissage de cette question numéro 2, de cet exercice numéro 2, c'est ça. C'est ça. C'est ça le cœur du problème. Donc, lorsque je dérive la dérivée de 1 sur r par rapport à r, ça me donne, comme elle avait dit votre camarade tout à l'heure, moins 1 sur r au carré. Par contre, la dérivée de r par rapport à x, lorsque je dérive la racine de x carré plus z carré plus etc., ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 demi, parce que tout ça c'est à la puissance 1 demi, fois, quand je dérive par rapport à x, fois 2x, et 1 demi fois 2, ça me donne x, et donc j'obtiens x. Pardon, le 2 ici n'existe pas. Ça va me donner x sur r. Et donc, la réponse est moins x sur r au cube. Puisque j'ai trouvé cette relation pour la première composante, et comme les autres sont symétriques, eh bien, je sais tout de suite que mon résultat est gradient de 1 sur r, c'est moins r sur r au cube, x, y, z. Mais celui-là, je le reconnais, c'est le vecteur position. Donc, du coup, le gradient de l'inverse du module d'un vecteur est égal à moins le vecteur divisé par le module du vecteur au cube. Voilà pour la première question. Madame, Oui, madame, j'ai une question. oui, allez-y. Madame, le gradient de 1 sur r, c'est en coordonnées cartésiennes. Oui, oui. Madame, je suis en coordonnées sphériques. Oui, non, ils vous ont dit. Oui, non, je vous remontre les noms. Montrez-moi. Avec madame, en coordonnées sphériques. Oui, non, c'est exercice numéro 2. On est en train de faire l'exercice numéro 2. Tu vois? C'est bon, madame, c'est bon, madame. D'accord, très bien. Donc, je rebascule vers la solution. Voici la réponse. Voici le gradient de 1 sur r. Voilà.
Maintenant, si vous n'avez pas de questions, nous allons passer à la question 3. 3. On vous rappelle ici que K est un vecteur unitaire. En effet, K, il est là. C'est le vecteur unitaire de la base. On vous demande de calculer la divergence du champ de vecteur V égale K vectoriel R sur R3 au travail. Dès que quelqu'un a une réponse, il parle. Vous pensez à faire quoi pour résoudre cette question? Madame, j'ai rien entendu. J'ai dit, comment pensez-vous aborder cette question? On vous demande de calculer la divergence d'un champ de vecteurs qui lui-même dépend d'un produit vectoriel. Qu'est-ce que vous allez faire? Madame, on trouve zéro. La divergence de rotation elle est égale à 0. Pardon? Zéro. 0, oui. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc, Ah, c'est un énoncé, madame. Divergence du gradient, c'est zéro. Divergence Du gradient. de rotationnel. Pénable. Wesh, vous voyez un rotationnel ici. ما كاش on trouve le Laplacien. Comment ça vous trouvez le Laplacien? Madame, divergence Oui. du gradient. On a la Wesh, question qui est-ce précédente, qui on a vous a dit calculé. qui est-ce qui vous a dit la divergence du gradient? Vous parlez de quel vecteur? On vous a demandé de C'est 1 sur calculer 3. Oui. 1 sur R puissance 3. Il y a qu'on a calculé dans la question précédente le gradient de 1 sur R. Oui. Donc, la divergence de K vectoriel R sur R puissance 3 Oui. qui ne décomposera. نلقاو aussi la divergence du gradient de 1 sur R fois K vectoriel R. Divergence de quoi qui est égal à 0? La divergence du gradient. La divergence du gradient. Oui. Et comment vous allez décomposer la divergence du gradient sur ce produit vectoriel? Le résultat globalement, peut-être vous allez trouver quelque chose de correct. Mais quelle est la façon avec laquelle on peut aborder le problème qui va nous conduire à la solution qui directement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer ce produit vectoriel K vectoriel R.
On le calcule d'un côté. Une fois qu'on a trouvé le résultat, on va l'appliquer au résultat trouvé en divisant par R3. Regardez. Voilà, on n'oublie pas que K est un vecteur unitaire. On va donc calculer le produit vectoriel. Qu'est-ce que c'est que... Alors, pour les gens qui ont dit rotationnel, c'est absolument faux. Parce que ça, c'est un produit vectoriel. On parle de rotationnel lorsqu'on voit l'opérateur nabla, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on ne voit qu'un produit vectoriel. Donc, pour avoir le produit vectoriel, c'est évidemment un déterminant avec I, J, K pour première ligne. Et en deuxième ligne, les composantes de K, c'est-à-dire 0, 0, 1, puisque K est un vecteur unitaire. Donc, c'est 0, 0, 1. Et la dernière ligne, c'est les composantes de R. C'est X, Y, Z. Si je calcule ce déterminant, je trouve moins Y, X, 0. Et donc, V sera égal à 1 sur R3, puisque c'est ce qui est donné, moins Y, X, 0. Et ensuite, je calcule la divergence. La divergence de ce vecteur-là, elle est égale à la divergence de V, donc c'est la dérivée de Vx par rapport à X, Y, Z, et je trouve ça, et je trouve ça. Quand je dérive par rapport à X, le moins Y sort, et quand je dérive par rapport à Y, le X peut sortir comme une constante. Voilà. Madame, justement, بلا ما نديرو les calculs هادو كاع كنا قادرين نديرو la divergence de V, اللي V هو 1 sur R puissance 3, اللي qu'on a calculé la question précédente, اللي هو le gradient de 1 sur R. Donc, جينا la divergence de V, اللي هو le gradient de 1 sur R. Donc, divergence de gradient de V, de 1 sur R. Du coup, si vous voulez ce raccourci, pour ce raccourci, je vous demande de retourner à ce qu'on a fait en analyse vectorielle l'année passée, dans lequel on pouvait éventuellement calculer certaines identités. C'est quoi la divergence d'un produit vectoriel, par exemple? Vous allez voir que ce raccourci a été possible parce que K est un vecteur unitaire. Et donc, il se comporte un peu comme une constante. Mais de façon générale, ce que nous avons fait là, c'est la méthode générale. C'est-à-dire, ça aurait pu être le cas où K n'est pas un vecteur qui se comporte, qui a un petit peu l'approche constante. Donc, c'est pour ça que ça a été simplifié, que le raccourci a marché. Mais sinon, je vous demande de retourner à la série de TD de l'année dernière et de vérifier ce que représente la divergence d'un produit vectoriel. Voilà. Donc, je vous demande de faire ça. En fait, oui, on a retrouvé que divergence de V égale 0. C'est vraiment parce que c'est un cas qui est certainement connecté au fait que K se comporte, vu que c'est un vecteur unitaire, il n'y a pas ici de composante qui aurait pu intervenir dans la dérivation. Si ici on avait un vecteur avec des composantes, je vous demande de vérifier ce que représente la divergence d'un produit vectoriel. Et vous comprendrez ce que je suis en train de dire. D'accord? C'est bon? Mademoiselle? Mademoiselle? Madame. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, voilà, donc on a trouvé la divergence égale à 0. Et je crois que c'est la dernière question de l'exercice. Maintenant, nous passons à l'exercice numéro 3, dont voici l'énoncé. Exercice 3, on vous donne dans le plan X, O, Y d'origine O, deux axes cartésiens, et pour vecteurs unitaires I et J. Et dans ce plan-là, on vous donne le vecteur A, le champ de vecteur, puisque ce vecteur dépend de la position. Donc, c'est un champ de vecteurs donné par ses composantes. On vous demande de faire un calcul qui est le rotationnel de A. Ici, c'est juste pour vous amuser, la première question. La question 2, c'est elle qui est intéressante. Donc, pour la première question, allez-y, au travail, vous avez 2 minutes puisque c'est simple. Nous avons un rotationnel
il y a une manière de le calculer, c'est en passant par le déterminant. Calculer le rotationnel. Ça devrait se faire assez rapidement. Voilà, bonjour. Pardon? Au revoir. Oui, bonjour monsieur, allez-y. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Jeune homme, vous pouvez reprendre votre réponse? Ah, bonjour. Bonjour. Alors, rotationnel de A, ça donne quoi, s'il vous plaît? Le rotationnel est donné par un déterminant où la première ligne est de un déterminant 3, 3, où la première ligne est donnée par les vecteurs unitaires, la deuxième ligne par les composantes de l'opérateur nabla et la troisième ligne par les composantes de A. Je donne rotationnel de A. Le rotationnel de A? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé 0? C'est possible. Allez, le prochain qui parle, on passe à la solution. Rotationnel de A. Oui, je crois me souvenir que c'est 0, oui. Oui, je Rotationnel de trouvais A. 0. Bien, on passe à la solution. Très bien, très bien. Donc, voilà, l'exercice numéro 3. On adopte cette écriture. Je vous ai dit, quand on a plus de 2 composantes, il vaut mieux adopter l'écriture matricielle. Donc, c'est moins y sur x carré plus y carré et x sur x carré plus y carré. Quand on calcule le rotationnel, on écrit le déterminant, comme ceci. La première ligne contient les vecteurs unitaires, la deuxième ligne contient les composantes de l'opérateur nabla et la troisième ligne contient les composantes du champ de vecteur A. Et on obtient une seule composante. Ici, je n'ai pas adopté l'écriture matricielle parce que lorsque j'ai une seule composante, ce n'est pas la peine de s'encombrer d'une écriture comme ça en colonne. Donc, uniquement la dernière composante qui est non nulle, c'est lorsque je barre K et je trouve ça. Et lorsque je développe ce calcul que j'ai trouvé, on trouve que le rotationnel de A est égal à 0. Donc, pour ceux qui ont dit 0, c'est correct. On passe à la question suivante qui est très intéressante et c'est celle-là le cœur de l'exercice.
On a trouvé rotationnel de A égale à 0, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne vous rappelle rien? راكم تسمعوا oui راكم quelqu'un a écrit un commentaire est-ce que راكم تسمعوا est-ce que vous m'entendez Oui, madame. alors pourquoi il a dit راكم تسمعوا Madame, tu coupe Rotationnel le égale à son. zéro. je vous avais dit que le rotationnel est égal à 0. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose où je peux utiliser le rotationnel? C'est de l'actuel, madame. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? الأقراضيون مش عارف صح. Les équations Maxwell quoi? مادام تسمى الأ تاع شغل الأ إيكال غراديون تاع فونكسيون. Ah, c'est comme lorsqu'on écrit divergence de B, alors on dit B est égal rotationnel de A. C'est ça que vous pensez? Non أنا Oui, مدور madame. ماشي هو وحدي واحدة. En fait, je vais juste vous montrer quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez du théorème de Stokes? Le théorème de Stokes. Oui, madame. Le théorème de Stokes, Madame, c'est la circulation d'un champ de vecteur A sur un contour. Elle est égale à l'intégrale sur la surface qui comporte le contour du rotationnel du champ de vecteur. exactement. Et dans ce cas-là, puisque le rotationnel est égal à 0, qu'est-ce que ça nous donne si on veut faire un circuit court? Donc la circulation, elle est nulle. Donc la circulation, elle est nulle. Ça, c'est en appliquant le théorème de Stokes. Mais le théorème de Stokes, on ne peut pas l'appliquer comme on veut. Le théorème de Stokes ne peut être appliqué que s'il n'y a pas de point singulier. Ici, si je regarde le champ de vecteurs que j'ai là, je constate qu'il n'est pas défini au point 0. Donc, c'est un point singulier. Au point 0, au point à l'origine du repère, je ne connais pas le champ de vecteurs. Donc, c'est une singularité. Et moi, on me demande de calculer une circulation en entourant le point O. Donc, je vais entourer un point singulier. Et puisque j'entoure le point singulier, je n'ai pas le droit d'appliquer le théorème de Stokes. Donc, on a fait une simulation pour calculer à travers le théorème de Stokes, on a trouvé 0. Eh bien, c'est pour ça. Oui. J'imagine que تكمل تهضر. الشعر ماشي تهم. Comment on va faire ça? En coordonnées polaires. Donnez-moi des bouts de réponse après. Ah bon, un problème de connexion. Donc j'ai dit que le champ de vecteur n'est pas défini à l'origine. Il constitue à l'origine un point singulier. Il se comporte en point singulier. Or, pour appliquer le théorème de Stokes, il ne faut pas avoir de point singulier.
donc le théorème de Stokes qui aurait conduit à une circulation égale à 0, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a un point singulier. Vous m'avez entendu? Maintenant, oui. Très bien. Donc, on va utiliser ce qu'ils ont proposé ici. Ils ont suggéré de considérer les coordonnées polaires R et θ, une courbe fermée autour du point O. On va faire le travail comme ça pour calculer la circulation. Allez-y, donnez-moi des bouts de réponse et après, on va les mettre ensemble pour donner la solution générale. Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire? Comment on va aborder cette question? Coordonnées polaires. Rθ, comment on va les associer avec notre champ de vecteurs? Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire? Madame, نديرو R est égal à racine de x au carré plus y au carré, θ نديرها cos sinus. Mademoiselle, quand on vous dit en considérant les coordonnées polaires, ça ne veut pas dire Billy, que vous allez écrire R en fonction de X. Bien au contraire, c'est X que vous allez écrire en fonction de R et de θ. Puisque ce que vous voulez, c'est vous retrouver avec les coordonnées polaires et non pas l'inverse. Comprenez? Oui, Donc la démarche, c'est d'aller vers les coordonnées polaires. Donc je veux me débarrasser de X et de Y et de les remplacer par R et θ. Voilà le propos. D'accord. Donc, madame, racine de x au carré plus y au carré, c'est R. Et le x, c'est... Mademoiselle, Oui. attendez, racine de x carré plus y carré, c'est R. D'accord. Mais vous avez envie de vous débarrasser de quoi? De quel... Le x et le y. Très bien. Alors, dites-moi par quoi vous avez envie de remplacer x. Quelle est la relation qui existe R cosinus θ. X égale? R cosinus θ plus... C'est tout. X est égal à R cosinus θ, mais qu'est-ce plus? Ah oui, madame, oui. Et le Y, c'est R sinus θ. Très bien. Très, très bien. Voilà. On saute un peu vers la réponse qui est donnée ici. On avait, par application du théorème de Stokes, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si on avait appliqué le théorème de Stokes, on va dire intégrale sur un chemin fermé, comme c'est demandé dans l'énoncé, d'un vecteur A, c'est égal au flux du rotationnel de A à travers une surface qui s'appuie sur le contour C. On aurait trouvé 0, puisque le rotationnel est nul. Mais eux, ils nous ont dit non, on ne peut pas appliquer le théorème de Stokes. Le résultat trouvé est-il correct? On ne peut pas l'appliquer parce que nous avons affaire à un point singulier. Donc, on va calculer directement la circulation du vecteur A sans passer par le théorème de Stokes. DC est égal à ADL. Et on fait ce qu'il a dit votre camarade. X est égal à R cosinus θ. Et on va essayer de trouver la quantité dx. Pourquoi dx? Parce que le produit scalaire ADL est égal à quoi? L. Est égal à quoi? Allez-y, aidez-moi. Est égal à AX fois dx, n'est-ce pas? Allez, on l'écrit ensemble, cette équation. Voilà. Ça va me donner quoi? Ça va me donner le produit scalaire analytique. C'est première composante du premier vecteur, n'est-ce pas? Oui. La première composante du deuxième vecteur, plus la même chose pour... Y de Y. Exactement. Voilà. Hop là. On va changer le X en Y. Et on aura... Voilà. Donc, si je regarde cette circulation élémentaire, je constate quoi? Je constate que j'ai besoin de connaître AX, j'ai besoin de connaître DX, j'ai besoin de connaître AY et DY. Je commence par les composantes de A. Regardez avec moi. A, ici.
c'est moins y sur x carré plus y carré. Donc, j'écris x et j'écris, comme il a dit votre camarade, r cos θ. Et je peux aussi avoir dx. Qu'est-ce que c'est que dx? C'est une dérivée droite, donc je dérive par rapport à r et je dérive par rapport à θ. Donc, la dérivée droite de x, c'est la dérivée partielle de x par rapport à r dr, plus la dérivée partielle de x par rapport à θ dθ. Donc, plus la dérivée de cosinus θ par rapport à dθ. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ici, dx est égal à cosinus θ dr moins r sinus θ dθ. De la même façon ici, si je pars de y égale r sinus θ, je trouve ça, dy est égal à ceci. Est-ce que ça vous pose problème, ces deux écritures-là, dx et dy? Bien, alors on avance, et maintenant on va s'occuper de ax et ay. Puisqu'on connaît x et y, on s'aperçoit que si je remplace y par son expression, c'est-à-dire r sinus θ, et en bas il y avait r au carré, et donc r et r s'en vont, il me donne 1 sur r, et le signe moins qu'il y avait, il était déjà là, voilà, il était déjà là le signe moins, devant le y, il reste, et j'obtiens ax est égal moins sinus θ sur r, et ay égale cosinus θ sur r. Et donc, je reprends cette fameuse circulation élémentaire. Donc, ça va me donner ax, c'est ça, dx, c'est ça, ay, c'est ça, dy, c'est ça. Et le résultat, parce que vous allez trouver cosinus carré plus sinus carré, etc., ça va vous donner la quantité des θ. Et après, maintenant que je connais la valeur de la circulation élémentaire, je passe à la circulation tout court. Donc, j'intègre sur un chemin fermé autour de O, et ça me donne autour. Donc, ça me fait, puisque c'est un peu comme un cercle, c'est l'intégrale de 0 à 2π, c'est un contour fermé, c'est une sorte de cercle, de la quantité que je viens de trouver, qui s'appelait dθ. dθ, et je trouve la quantité, l'intégrale de dθ, c'est θ, entre 0 et 2π, ça me donne 2π. Et oui, c'est différent du 0 que l'on avait trouvé en appliquant le théorème de Stokes. Pourquoi? En principe, toutes les méthodes utilisées doivent donner le même résultat. Si le résultat est différent, c'est parce qu'on avait appliqué la première fois le théorème de Stokes en ne respectant pas cette exigence. Le théorème de Stokes est applicable loin des points singuliers. S'il y a un point singulier, on ne peut pas appliquer le théorème de Stokes. D'où le résultat différent donné ici. Donc, le résultat vrai, c'est celui avec 2π. Madame. Terminé? Oui. في الريزولتا هذا Oui. العام اللي فات كنا نقولوا لو شون il y a une circulation conservative. Quel champ, mademoiselle? كنا درنا لا circulation ديالو في Oui, mais on parlait de quel champ? Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. On parlait de quel champ quand on disait conservatif? Justement, je sais pas. Allez-y, qui peut l'aider? madame. Le potentiel. Ah oui, les champs E. Oui, mais quel E exactement? électrique. Oui, j'ai compris que vous parliez du champ électrique, mais lequel en particulier? On a rencontré deux types de champs électriques. Dans l'électrostatique, madame. Lequel? Dans l'électrostatique. Très bien, le champ électrostatique, mais chez le champ électromoteur. Ça d'une part. Et à l'époque, mais à l'époque, ça reste vrai, même au jour d'aujourd'hui, la circulation sur un chemin fermé du champ électrostatique, ça va donner 0. Mais ici, pourquoi vous parlez du champ électrostatique, mademoiselle? Ici, on est en train de parler d'un vecteur A. Pourquoi vous voulez que ce soit le champ électrostatique? Je sais pas, là, je me suis... Voilà. Mais maintenant, vous comprenez qu'on n'est pas en train de parler de ce champ-là. Oui. C'est un champ A, et c'est tout. Oui.
Madame, Voilà. s'il vous plaît. Madame, Oui, monsieur. Oui, je vous écoute. Madame, هنا le produit scalaire, هنا, c'est un scalaire. La circulation élémentaire. Oui. Oui, c'est un produit scalaire. Le produit نقدروا scalaire donne un scalaire. Ah oui, d'état, c'est un scalaire. Oui, تسمى هنا l'intégrale d'une fonction scalaire, non? bien sûr, bien sûr. تسمى نقدروا نخدموا بلا formule d'intégrale de Cauchy. Que dit l'intégrale de Cauchy? عندنا une point de singularité. Eh, Par exemple, هنايا c'est x0. c'est le point O, c'est le point origine. D'accord? Ouais. نديرو 1 sur 2pi l'intégrale de f de x sur x moins x0 dx. Oui. Et je pense نطيحو في le même résultat. C'est-à-dire que vous voulez exclure, en quelque sorte, si j'ai bien compris, cette approche de Cauchy permet en quelque sorte de contourner le point singulier. Oui, exactement. Et ici, ça fait appel à des notions qui n'ont pas fait partie de l'apprentissage des ondes électromagnétiques. Peut-être que dans un autre contexte ou alors quand vous faites vous-même de la recherche, vous pouvez le faire. Mais ici, on nous a montré un chemin, on nous a dit faites-le en utilisant les coordonnées polaires. D'accord? Et en plus, il faut vraiment se pencher pour s'assurer que ce que vous dites est tout à fait exact. D'accord? Donc, ce n'est pas un emballement de ma part. Je ne suis pas en train de dire oui, c'est comme ça qu'il faut. Je suis en train de dire c'est peut-être correct. Il faut regarder toutes les données. Est-ce que vraiment il n'y a pas de problème pour pouvoir aller dans l'application de ce théorème de Cauchy. D'accord? Donc, pour le moment, on nous a montré une approche. On a compris aussi que le théorème de Stokes n'était pas applicable ici et on fait comme ils nous ont dit. D'accord? Très bien. En tout cas, ça peut être une manière de lever en quelque sorte la singularité, comme on faisait ça avec les limites, lever les indéterminations. D'accord? Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au dernier exercice, l'exercice 4. Écrire les équations de Maxwell. Je pense que ça va vous faire plaisir. Première question, tout le monde va le faire. Allez-y. Donnez les équations de Maxwell que vous connaissez. Donnez ce que vous voulez. Alors, je vous écoute. Les équations de Maxwell, c'est pas très difficile. Allez, Monsieur Cauchy, j'attends votre réponse. Madame, divergence de E. Oui. Et rho sur epsilon 0. Oui. Rotation de E. C'est l'équation de qui, celle-là? Maxwell-Gauss. Très bien. Deuxième équation. Rotation de E. Oui. C'est moins la dérivée de B sur dt par rapport à t. Par rapport au t, oui. Et divergence de B. C'est Maxwell Faraday. Oui. Divergence de B est égale à 0. Je pense que c'est Maxwell-Thomson. Oui. J'ai donné plusieurs appellations l'année dernière, mais celle que je retiens, c'est celle qu'on retrouve souvent dans la littérature, c'est Maxwell-Flux. Maxwell-Flux, d'accord. Oui. Et rotation de B, c'est mu
mu0j plus mu0 tient à 0, la dérivée de E par rapport à t. C'est Maxwell. Celle-ci, c'est Maxwell ampère. Voilà, on bascule vers la solution. Et voilà, les équations de Maxwell, Maxwell-Gauss, Maxwell-Flux, Maxwell-Faraday, Maxwell-Ampère. Donc, ce sont des expressions. Alors, les gens peuvent se poser la question, est-ce que c'est des équations valables uniquement quand je suis dans le vide, par exemple, quand je passe dans la matière, est-ce que ces équations-là ne sont plus valables? La réponse est que ces écritures des équations de Maxwell sont très générales. Elles sont valables dans le vide, dans la matière. Elles sont valables tout le temps. Sauf que, il faut que vous sachiez que la densité de charge ici, son expression générale, ce n'est pas uniquement des sources vraies, mais des sources vraies et des sources qui apparaissent dans le milieu. Des sources de comportement. Par exemple, quand vous ferez les charges de polarisation, vous allez voir que ce paramètre-là, ρ, peut contenir aussi bien des charges vraies, électriques vraies, comme il peut contenir un terme qui symbolise des charges, mais pas des charges vraies. Des charges de polarisation, par exemple, etc. Et de même, ce J-là, il contient, de façon générale, il contient des charges vraies, comme un courant vrai, comme il peut représenter également un courant, par exemple, de polarisation ou de magnétisation. Nous, surtout, on ne parlera que de polarisation dans cet enseignement. Donc, il peut être le résultat de deux paramètres. Un J, un déplacement de charge vraie et un déplacement de charge de polarisation, par exemple. Voilà donc pour les équations. On a fait ce qu'ils nous ont dit. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit écrire les équations de Maxwell et nommer chaque terme en précisant les unités. Donc nous, on vient d'écrire les équations de Maxwell, on a nommé les équations de Maxwell et on va faire plus, on va donner chaque paramètre. Les paramètres qui apparaissent sont ceux-là. Qu'est-ce que c'est que epsilon 0? C'est la permittivité diélectrique du vide. Son unité, ils nous ont dit aussi de donner les unités. Je crois qu'ils l'ont dit, et en précisant les unités, voilà. Donc, c'est des farads par mètre. Pour mu0, ça représente la perméabilité magnétique du vide, en henry par mètre. Pour ρ, c'est de la densité volumique de charge, c'est des coulombs par mètre cube. Pour la densité volumique de courant, nous avons le paramètre J, en ampères par mètre carré. Le champ électrique est donné en volts par mètre et B, c'est une quantité qui représente le champ magnétique en Tesla. Voilà. Avez-vous des questions ou quelque chose qui vous interpelle dans ces équations de Maxwell? Allez-y. Oui. Oui, j'ai pas. Oui. En fait, ce terme justement de courant de polarisation est associé à celui de déplacement. Celui de conduction, c'est uniquement des charges vraies. Le J qui correspond à la densité de courant de conduction, c'est celui qui correspond aux charges vraies. Tout ce qui est fabriqué au niveau du milieu ne correspond pas à des charges vraies. Vous voulez. Par exemple, une densité de courant de polarisation, c'est elle qui va venir justement créer ce qu'on appelle le vecteur déplacement. Voilà. Voilà. Je vous en prie. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Sinon, on passe à la deuxième question, si c'est bon. Deuxième question? Je peux entendre un oui? Oui, madame. Très bien. Deuxième question. On se place dans le vide en l'absence de source et on rapporte l'espace au repère OXY. On considère un champ électromagnétique qui se propage suivant Z.
et on identifie les champs électriques et magnétiques B à un vecteur U. Montrez que U vérifie l'équation d'onde suivante. Donnez l'expression de la vitesse. Allez-y, qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous rappelle quoi? C'est la définition. Cette relation qui est donnée ici, c'est une relation de quoi? C'est une équation? D'Alembert. Non. Propagation. Voilà, c'est une équation de propagation, une équation d'onde, exactement. On a fait ça beaucoup l'année passée. Comment on faisait? Rotation. Oui. Ah, la vitesse. On agissait sur les fonctions couplées et on calculait des rotationnels de rotationnels. Allez-y. Rotationnel de rotationnel, c'est très bien. Allez, dès que quelqu'un a une réponse, il nous dit comment il fait. Je tiens juste à préciser que ces exercices-là, vous devez les refaire sur vos cahiers. Vous devez les faire sur vos cahiers ou vos feuilles volantes. Il y en a qui aiment travailler sur des feuilles volantes. Chacun fait comme il veut. L'essentiel, c'est de faire et de bien faire. Madame, Oui, jeune homme. كيفاش غادي démontrer que vérifie l'équation d'onde genre نمدو une formule formulation حنا نمدوها ل U ونحطوه ونشوفو Qu'est-ce qu'on vous a dit? On Oui, vous a mais dit, on considère un champ électromagnétique qui se propage suivant Z. Et on identifie les champs électriques E et magnétiques B, un vecteur U, n'est-ce pas? donc Ça veut madame, dire quoi? ça peut être B, ça peut être E. Bravo! Ça veut dire, à partir des équations de Maxwell, vous pouvez appliquer ça à E ou à B, ou bien aux deux. Bien sûr, vous pouvez faire ça aux deux, mais vous pouvez aussi le faire que pour un seul. Allez-y. Il y en a qui peuvent choisir de le faire pour E, d'autres pour B, d'autres pour le 2, et c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on choisit E, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre quelle équation? Donnez son nom, après vous la citez. Madame. Maxwell-Gauss. Oui. Maxwell-Gauss. Maxwell-Gauss, il y a Non, madame, Maxwell-Faraday. 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 Allez-y, donnez-moi Maxwell-Faraday, ça donne quoi? Rotation de E Égal? est égale moins la dérivée de B sur T. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je vais lui faire sur cette équation de Maxwell-Faraday? On remplace madame, le E et le B par exponentielle. Ah non. Mazel, on n'est pas censé Non, savoir. madame, c'est une rotation du recouplage. Voilà. L'équation de Maxwell-Faraday, elle est couplée. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a E et il y a B. Alors, une façon de découpler, on vous avait appris l'année dernière que pour découpler une équation comme ça,
Il faut faire le rotationnel du rotationnel. Et si on fait le rotationnel du rotationnel, on va pouvoir se débarrasser de B. Et on va trouver seulement une équation en E. Donc, regardez, hop, là, voilà. Ils nous ont dit qu'on se met en l'absence de charge, ρ égale 0, J égale 0, et on obtient les nouvelles équations sans le ρ ni le J. Voilà. Donc, on va choisir, comme vous l'avez dit, pour trouver l'équation de propagation, encore appelée l'équation d'onde, puisque nous constatons que lorsque c'est 0, les équations E ou en B sont de nature symétrique. Pour la divergence, c'est 0, 0, et pour le rotationnel, ici, il y a un signe moins, donc c'est comme une constante. Ici, il y a un signe, il y a une constante. Donc, c'est vraiment symétrique en E et B. Donc, ce que je trouve pour E sera certainement valable pour B. Les équations en E et B sont symétriques, alors je choisis E. Et pourquoi on a souvent choisi E? Parce que E, c'est souvent lui sur lequel on se base pour faire de l'électromagnétisme. B, on ne peut pas l'ignorer, mais on peut l'oublier parfois, on travaille souvent avec E. Donc, on démarre de Maxwell-Faraday, que vous avez là, on calcule le rotationnel du rotationnel, et donc du coup, le rotationnel, quand il rentre, on peut alterner l'espace et le temps, donc au lieu de rotationnel de dérivé par rapport au temps, on peut écrire dérivé par rapport au temps du rotationnel. Mais rotationnel de B ici, ça me rappelle l'équation de Maxwell-Ampère. Et donc, si je l'injecte là-dedans, je vais avoir 2 fois la dérivée de ce E. Et donc, je vais avoir moins la constante fois dérivée 2 fois de E par rapport au temps. Et par contre, ce rotationnel du rotationnel, on avait vu qu'il y avait une identité. C'est gradient de la divergence moins le Laplacien. Sauf que la divergence de E, c'est 0. Donc, qu'est-ce qui va rester? Moins le Laplacien. Et on vous a dit de plus que le champ ne dépendait que de Z. Donc, le Laplacien de E, qu'est-ce qu'il va me donner? Seulement la dérivée par rapport à Z. Très bien. Et voilà. Puisque le Laplacien s'est dérivé 2 fois, regardez, le Laplacien est devenu dérivé 2 fois par rapport à Z pour chacune des composantes de E. J'ai ramené le Laplacien, ça c'est devenu 0. Le Laplacien, je l'ai ramené ici. Et je trouve cette équation-là, dérivée 2 fois du champ E par rapport à Z2, moins cette constante-là, dérivée 2 fois de E par rapport à T2, qui est égale à 0, avec comme V la quantité, qu'ils ont montrée dans l'énoncé. Elle est égale justement à C, dans le cas du vide, est égale à 1 sur racine de mu0 epsilon 0. Donc, on a répondu complètement à cette question, y compris en donnant la grandeur V. Si vous n'avez pas de questions, on passe à la question 3. Oui, madame. Alors, on nous dit, montrer que la solution de cette équation, c'est-à-dire cette équation d'onde, est la somme de 2 termes qui correspondent à 2 ondes progressives qui se propagent en sens inverse. Alors ça, c'est un effort mathématique qui vous est demandé. Montrer que la solution générale de cette équation d'onde, de cette équation de propagation, est la somme de 2 termes. Alors, si vous voulez, ici, on a ZT. Essayez de travailler avec des variables, puisqu'on nous parle ici de 2 ondes progressives qui se propagent en sens inverse. Eh bien, on va avoir quelque chose qui va nous rappeler CT moins Z et CT plus Z. Donc, essayez de tourner autour de ça. Faire un changement de variable à partir de cette équation d'onde.
Cette question est un classique de l'électromagnétisme et que tout le monde doit avoir rencontré au moins une fois en étudiant cette discipline. Question 3. Est-ce que quelqu'un brûle? Oui. Comment? C'est-à-dire vous faites le chemin inverse. C'est-à-dire au lieu d'arriver à cela, vous considérez que c'est vrai et vous vérifiez qu'il vérifie l'équation d'onde. Oui, comme ils disent, une fonction très générale, donc vous n'êtes pas obligé de la donner explicitement. Donner une fonction explicitement, ça veut dire exactement ce qu'elle contient. Vous n'êtes pas obligé de la donner explicitement, ce n'est pas demandé. Donc, c'est une façon de faire, c'est une approche possible. C'est une approche possible et de vérifier que la somme, justement, vérifie cette équation d'onde. Et donc, comme c'est un classique et donc tout le monde doit passer par là, je vais aller vers la solution. Alors, nous, on était arrivé à démontrer que l'équation d'onde s'écrivait comme ceci. Ceci nous donne, puisque c'est vrai pour un vecteur. Alors, quand je dis qu'un vecteur est nul, alors c'est des choses comme ça que l'étudiant doit comprendre. Quand on dit qu'un vecteur est nul, qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque composante est nulle. Et donc, à partir de cette écriture vectorielle, sur laquelle il est un peu difficile de travailler, on va essayer de basculer vers un traitement scalaire. Si ça c'est vrai en écriture vectorielle, c'est donc que c'est vrai pour chacune des composantes UI, U allant de 1, de UX, UY, UZ. Donc moi on va faire ensemble la démonstration pour une seule variable, n'importe laquelle, puisque c'est UI, c'est une inconnue, et on va trouver que c'est vrai pour les autres, puisqu'elles se comportent toutes de la même manière. Et on va faire un changement de variable que l'on va appeler grand X est égal à CT moins Z, et on va utiliser l'autre variable qui va être grand Y est égal à CT plus Z. C'est les deux ondes progressives auxquelles ça correspond. Donc, tout à l'heure, quand on avait, avant de vous montrer ça, je vais d'abord faire un commentaire. Tout à l'heure, quand on a dérivé la fonction 1 sur R par rapport à X, qu'est-ce que je vous avais dit? Quelle est l'approche qui consiste à dériver? Oui, la dérivée partielle, allez-y, dites-moi, la dérivée partielle de 1 sur R par rapport à X, on l'avait écrite en la remplaçant par quoi? La dérivée partielle de 1 sur R par rapport à R. Bravo. La dérivée de R par rapport à X. Très bien. Parce que pour nous, le problème de tout à l'heure, nous n'avions que la dérivée par rapport à X. D'accord? Alors maintenant, regardez. Ici, je dois dériver UI par rapport à Z. Sauf que ce Z-là, il intervient dans grand X et il intervient dans grand Y. Alors, je vais faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, seulement, je vais dire, puisque ce Z est un élément qui peut provenir de X, comme il peut provenir de grand Y ou de grand X, alors, voici par quoi je peux le remplacer. Donc, ça va être dérivé de UI par rapport à X fois dx par rapport à Z comme plus haut, mais aussi
sachant que Z dépend aussi de Y, il faut lui ajouter ce terme-là. Dérivé de EI par rapport à Y fois dérivé de Y par rapport à Z. Voilà. Et on obtient la chose suivante. La dérivée de X par rapport à Z, ça va me donner moins 1. Regardez, X. Regardez, c'est CT moins Z. Donc, lorsque je dérive X par rapport à Z, je trouve moins 1. Et donc, ici, le dérivé de X par rapport à Z, je le remplace par un signe moins. Ici, la dérivée de Y par rapport à Z, je la remplace par un signe plus. Et j'obtiens la dérivée de EI par rapport à Z égale à ça. Mais ce n'est pas fini, parce que dans mon équation d'onde, j'ai une dérivée seconde. Donc, je suis obligé de dériver une deuxième fois par rapport à Z, cette quantité que j'ai là. Et quand je dérive par rapport à Z cette quantité-là, regardez ce qu'on trouve. On trouve dérivée 2 fois de EI par rapport à X carré, le dérivé 2 fois de EI par rapport à Y carré, moins 2 fois la dérivée de EI par rapport à XY. Voilà. Voilà. Et je vais faire la même chose. Regardez, nous, maintenant, on s'est débarrassé de Z2. Parce que nous, on a fait un changement de variable. On ne veut plus voir ni le Z, ni le temps. On veut voir grand X et grand Y. Je remonte plus haut pour vous rappeler l'équation d'onde. Regardez, il y avait Z et T. Moi, je veux me débarrasser de Z. En remplaçant ça par grand X, grand Y, je veux me débarrasser du temps en le remplaçant par grand X et grand Y. Donc, du coup, je viens de faire le travail pour cette première partie, ce premier terme, je vais le faire aussi pour ce second terme. Et les relations énoncées restent valables par rapport au temps. Alors, quand on fait la dérivée 2 fois de EI par rapport au temps et on divise par 1 sur C au carré, parce que lorsque je dérive une fois ici, ça me donne C. Lorsque je dérive une deuxième fois, ça va me donner C carré. Et le C carré sur le C carré, il va disparaître complètement le C carré et le résultat est là. Ça, c'est l'équation 1 lorsque j'ai dérivé par rapport à Z, 2, et ça, c'est l'équation 2, celle où on a dérivé par rapport à T carré. Et donc, si je fais 1 plus 2, je trouve quoi? Je trouve que moins 4 fois dérivé 2 fois de EI par rapport à XY égale à, pardon, ici, il y avait égal 0, que j'ai oublié. Si 4 fois quelque chose est égal à 0, ça veut dire que quelque chose est égal à 0. Et ici, vous pouvez me dire, madame, celui-là, il nous a donné par exemple YX, Y dérivé par X, ensuite Y, et l'autre, il nous a donné Y par rapport à X. Est-ce que c'est la même chose? Oui, quand nous possédons une fonction et à 2 variables et que nous la dérivons de manière croisée, puisque la fonction existe, et je parle d'une fonction continue dérivable, donc les dérivées croisées sont égales. C'est pour ça que moins 2, une fois c'était XY, une fois c'était YX, mais comme ils sont égaux, donc je peux les associer et j'ai obtenu 4 fois le terme dérivé de I par rapport à X par rapport à Y. Donc, nous Madame. علاش دوزيام تاع Est-ce que vous m'entendez maintenant, s'il vous plaît? Maintenant, oui, madame. Très bien, très bien, très bien. Il y a des, ça remonte à quelques temps déjà, on a toujours des coupures comme ça, en permanence, en permanence.
Donc, à partir d'où je dois reprendre les explications? Oui, les dérivées croisées sont égales parce que nous avons une fonction qui est continue dérivable, donc forcément, sa dérivée croisée, ses dérivées croisées sont égales. C'est le problème inverse. Pour pouvoir intégrer, il faut s'assurer de l'égalité. Mais lorsqu'on dérive, ça veut dire qu'on est déjà dedans et qu'on est sûr qu'on peut énoncer que les dérivées croisées sont égales. Donc, ici, quand on a fait 1 plus 2, les deux équations énoncées, on a trouvé 0 et on a trouvé que la dérivée deuxième croisée est égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on va d'abord considérer la dérivée d'abord par rapport à y, ensuite par rapport à x. Si je dérive, qu'est-ce que ça veut dire cela? Dériver 2 fois de EI par rapport à YX. C'est dériver par rapport à Y de la dérivée de EI par rapport à X. Donc, si la dérivée par rapport à Y est égale à 0, ça veut dire que ce qu'il y avait dedans, c'était une fonction qui ne dépendait pas de X. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait dérivée de U de X, dérivée de U de I par rapport à X, qui est égal à f de x. Il n'y a aucune dépendance en y. Et donc, la fonction ui, une fois que j'ai ça, j'intègre et à partir de petit fx, je vais parler de grand fx. Je fais exactement la même procédure pour l'autre possibilité. Puisque les dérivées croisées sont égales, je vais aussi avoir le droit de dire que la dérivée de x par rapport à y est égale à 0. Et donc, si c'est vrai, ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur, je rappelle ici, c'est ça qu'il faut comprendre. La dérivée 2 fois de UI par rapport à XY, c'est comme si je faisais dériver par rapport à grand X, j'ouvre la parenthèse, de dérivée de UI par rapport à Y. Donc, ce qu'il y a dedans, c'est dérivée de UI par rapport à Y, puisque lorsque je l'ai dérivé par rapport à X, il m'a donné 0. Ça veut dire que je suis sûr que cette quantité ne dépend que de Y. Et du coup, je l'ai appelé petit g de Y. Et donc, je vais l'intégrer. À partir de g de Y, je ne peux trouver que, en intégrant que grand G de Y. Et donc, la solution générale, je vais faire une combinaison linéaire des deux solutions grand F de X, grand G de Y, et alpha et bêta sont des constantes. Donc, combinaison linéaire des deux solutions restera une solution. Et c'est posé dans le problème. Regardez, on nous dit montrer que la solution de cette équation est la somme de deux termes, c'est ce qu'on vient de faire, qui correspondent à deux ondes progressives qui se propagent en sens inverse. Ça, en sens inverse, on l'avait mentionné en écrivant déjà plus Z plus CT plus Z et CT moins Z. Déjà ici, on avait sélectionné le fait que ce sont deux ondes progressives qui se propagent en sens inverse. Et ici, la solution générale, elle vous est donnée comme étant la combinaison linéaire des deux solutions possibles. Alpha et bêta sont des constantes. Voilà. Oh, est-ce que c'est bon? Si vous avez des questions, vous les posez. S'il vous plaît, vous êtes avec moi? Ah oui, madame. Très bien, très bien. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, on passe à la question suivante. Ou alpha, bêta. Allez-y. C'est qu'on connaît déjà les ondes électromagnétiques en quelque sorte. Un terme, pour qu'il soit progressif, il faut qu'il y ait dedans, dans le bloc, il faut qu'il y ait du temps et de l'espace. Voilà. On nous a dit un terme. S'il était seulement en X, en espace ou seulement en temps, ce ne serait pas un terme progressif. Celui qui le rend progressif, c'est de relier le temps et l'espace dans ce type d'équation-là. D'accord? Voilà. Donc, on passe à la question suivante. S'il n'y a plus de questions pour la 3.
madame, s'il vous plaît, هذيك c'est la Oui. vitesse, célérité de Hein? vide. C'est Oui, c'est la célérité, bien sûr. On l'a écrit ici plus haut. Regardez, je retourne à là, on a fait apparaître la première fois C, c'est ici. 1 sur racine de mu 0 epsilon 0, qu'est-ce que c'est? d'accord, d'accord. Voilà, voilà. Puisque nous sommes dans le cadre qui nous concerne, on n'allait pas continuer à utiliser V en sachant déjà que nous sommes dans la situation où V égale à C. Si c'était une situation générale, on aurait laissé V. Mais ils nous ont dit que nous étions dans le vide et du coup, ça nous a donné C. D'accord, merci. Donc, je vous en prie. Donc, voilà, voilà. Pour la fin de la démonstration. Maintenant, on va passer à la question 4. Soit un champ électromagnétique qui se propage suivant Z. Lequel on va choisir? Puisqu'il se propage suivant Z, est-ce qu'on va choisir CT moins Z ou CT plus Z? Voilà, on avait dit que c'est du type oméga T en quelque sorte, moins KZ. Quand ça porte ici, si on fait de l'identification, on retrouve que pour que ce soit dans le sens des Z positifs, il faut prendre celle avec le signe moins dans ce type d'écriture. Montrer que les ondes sont transversales. Qu'est-ce que c'est qu'une onde transversale? C'est quoi la particularité d'une onde transversale? Déjà, une onde, qu'est-ce qui la caractérise? Quels sont les vecteurs importants d'une onde électromagnétique? K et oméga. Non. Quels sont les vecteurs, j'ai dit? Les vecteurs importants qui caractérisent une onde. Le E, le B et le K. Le E, le B et le K. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une onde transversale? Je prends ces 3 paramètres vectoriaux et je vous pose la question. Qu'est-ce qui caractérise une onde transversale? E perpendiculaire à K et B perpendiculaire à K. Très bien. Si j'arrive à démontrer que E est perpendiculaire à K et B est perpendiculaire à K, j'aurais démontré que mon onde est transversale. Ce n'est pas démontrer que B est perpendiculaire à E, mais elle, dans cette question-là, ce n'est pas nécessaire. La transversalité d'une onde exige que E soit perpendiculaire à K et B perpendiculaire à K. Alors, faites le travail et donnez-moi la solution. Madame, le cours va commencer. Hein. Le cours va commencer. Vous avez un cours en ce moment? Allô? Allô? Oui. Eh, à 10h. Il est 9h40. Oh, il est 9h40. Vous avez encore 15 minutes en moins. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, moi. Je vous garde encore 5 minutes pour ces 2 questions-là. On va pas reprendre cette série. Je vous donne la solution. Voilà. Voilà. D'après les équations de Maxwell, divergence de U est égale à 0. Et c'est vrai pour U qu'il soit égal à E ou à B. Or, nous, on a déjà étudié que la divergence se comportait comme, d'après l'écriture que nous avons adoptée, comme moins IK vecteur, scalaire U. Et donc, si moins IK vecteur est égal, K scalaire U est égal à 0, ça veut dire que K est perpendiculaire à U. Si K est perpendiculaire à U, puisque U représente soit E, soit B, ça veut dire que nous venons de démontrer que l'onde, elle est transversale. Est-ce que c'est bon? Très bien. Pour la dernière question, en appelant K le vecteur d'onde, montrez que le trièdre EBK est direct. Tout simplement, on revient à la solution. Celle-ci aussi, elle se fait en une seule ligne. C'est
je vous ai retenu, sinon je vous aurais lâché. D'après l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins dB sur dt, et on avait démontré, en utilisant l'écriture du rotationnel et l'écriture de la dérivée par rapport au temps, que cela nous conduisait, d'après l'expression d'une onde plane uniforme que vous avez là, à B est égal à K vectoriel E sur oméga. Du coup, B est un champ, toujours dans un produit vectoriel. Le résultat du produit vectoriel est perpendiculaire au vecteur qui lui donne naissance. B provient de K et de E. Donc, du coup, on peut dire que B est perpendiculaire à E. Déjà, dans la question précédente, on avait démontré que K est perpendiculaire à E. K est perpendiculaire à B. Et on trouve aussi que B est perpendiculaire à E. Donc, K, E, B est un trièdre direct. Et c'est terminé pour la séance d'aujourd'hui. Je vous libère. Avez-vous des questions avant que je vous libère? Parfaitement clair, madame. Très bien. De toute façon, s'il y a une question par rapport à ces deux dernières questions ou par rapport à autre chose, vous en parlerez la séance prochaine. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, bien sûr. Je vais contacter le délégué, celui de la section A. Finalement, c'est qui le délégué de section de A? Parce que d'accord. Donc, c'est à vous. Vous m'avez envoyé votre numéro de téléphone. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, je vais regarder ça. Sinon, si je ne le trouve pas, je vous recontacterai. Donc, il est fort probable que je l'ai. J'en ai bien souvenir. Donc, c'est vous que je vais contacter et je vais vous envoyer donc le PDF de l'énoncé et le PDF du courrier. Ça va? Très bien. Bon courage et Inch'Allah, je ne vous ai pas retenu trop longtemps. Au revoir. Bonne séance, bon cours. Allez, au revoir et merci pour votre attention.